Et salut à tous, c'est Tommy. Aujourd'hui, on va parler ensemble du bouclier viking. Cette vidéo, elle est faite directement pour répondre aux questions que vous avez pu vous poser en regardant la vidéo Fabriquer un bouclier viking et aussi sa suite, Fabriquer un bouclier viking 2. Aujourd'hui, ce sont les vidéos les plus populaires sur la chaîne et donc forcément, c'est sur ces vidéos-là qu'il y a le plus de questions. Donc on va essayer d'y répondre aujourd'hui. Alors déjà, est-ce qu'un bouclier comme celui que je vous ai montré, est-ce qu'un bouclier comme ça, c'est un bouclier historique? Oui et non. Il y a des parties qui sont historiques dessus, il y a des parties qui ne sont pas historiques. Il y a des poils de chien dessus, d'où ça peut venir? Bien sûr, c'est un bouclier sportif, donc c'est pas forcément un bouclier qui est conçu pour être une réplique historique, mais un bouclier qui est plutôt conçu pour faire du sport avec, et notamment avec des armes non tranchantes, donc qui finalement sont souvent plus lourdes que les historiques et qui tapent plus fort, vu qu'elles ne sont pas tranchantes, elles ne rentrent pas dans la matière, donc ça fait beaucoup plus d'impact plutôt qu'une arme historique qui serait plus tranchante. Alors bien sûr, ça serait possible de faire un bouclier beaucoup plus historique que le bouclier que j'ai fait là, soit de le faire vraiment 100% à l'historique et du coup qui soit très bien mais qui soit pas forcément adapté à notre combat, soit le faire avec des méthodes plus historiques, comme par exemple avec des planches plutôt qu'avec du contreplaqué. Ça serait possible de le faire très résistant, mais ça demanderait beaucoup plus de travail et c'est pas forcément un travail qu'on a envie de réaliser pour chaque bouclier qu'on fabrique. Dans tous les cas, je vais parler d'une idée reçue qui est que le bouclier viking est forcément quelque chose de consommable et que c'est normal d'avoir un bouclier viking historique qui ne soit pas résistant. Ça, c'est pas tout à fait vrai et c'est une idée reçue qui a vraiment la vie dure chez les vikings. C'est un peu un mythe et c'est quelque chose qu'on voit et qu'on entend beaucoup en reconstitution. En vrai, le bouclier viking était très résistant et était fait pour durer, et ça on peut le comprendre parce que bien sûr personne n'a envie de se retrouver avec un bouclier complètement ruiné au milieu du champ de bataille. Et en plus, un bouclier c'était quelque chose qui prenait beaucoup de temps à être fabriqué et qui demandait le travail de au moins 3 corps de métier, même si les métiers n'existaient pas vraiment à l'époque, mais ça demandait au moins le travail d'un forgeron, aussi le travail d'un tisserand, donc pour faire le tissu, ou éventuellement d'un tanneur pour faire le cuir, et ça demandait aussi le travail d'un menuisier. Donc vraiment on a cette croyance commune que le bouclier est vraiment quelque chose de consommable, alors qu'en fait c'était pas forcément le cas. Je me demande si ça viendrait pas aussi du fait que certains boucliers ne sont pas très résistants quand on regarde les pièces de fouille, mais parce que aussi c'était des boucliers juste ornementaux. C'est l'exemple des boucliers du bateau de Gokstad, donc ils sont au nombre de 64 et ils sont assez intéressants parce que du coup ça fait 64 pièces de fouille, mais en soi on pense que c'était pas forcément des boucliers qui étaient utilisés pour la guerre. On y reviendra sûrement un peu plus tard. Sinon on va enchaîner directement sur les questions que vous vous êtes posées et que vous m'avez posées sur le bouclier. On va commencer par le diamètre du bouclier. Alors bien sûr, le diamètre du bouclier dépend un peu de votre taille. Si vous êtes petit, il vaut mieux avoir un plus petit bouclier qui sera plus léger. Et à l'inverse, si vous êtes grand, il vaudra mieux avoir un grand bouclier qui vous protégera plus. Celui que j'ai montré dans la vidéo, c'est un bouclier qui fait 84 cm. Et le but, c'était qu'il soit un tout petit peu petit pour moi, parce que je fais 1m90. Sur les pièces de fouille qui ont été retrouvées, la taille normale d'un bouclier, c'est autour des 85 cm à peu près. Sachant que le plus petit retrouvé, il est à au moins 63 cm de diamètre. Et les plus grands sont autour du mètre. Aussi, pourquoi utiliser du contreplaqué? Eh bien c'est simple, c'est parce que c'est beaucoup plus facile à trouver, on peut en trouver en magasin de bricolage très rapidement, mais sinon bien sûr, historiquement, les vikings n'utilisaient pas de contreplaqué. Au passage, dans la vidéo de la fabrication, il y avait un commentaire qui parlait du fait que les boucliers vikings étaient construits en contreplaqué histo, donc joli, fait à base de feuilles de bois collées à la colle à poisson. Ça c'est pas du tout attesté pour les vikings, c'est quelque chose qui était peut-être utilisé par certains Celtes, notamment en Grande-Bretagne, mais c'est pas du tout attesté chez les vikings. Ce qu'on voit par contre, c'est que tous les boucliers vikings ronds pendant l'époque viking sont fabriqués à base de planches. Donc ce sont des planches qui sont souvent en sapin, en épicéa, en résineux. On en a aussi par exemple en tilleul, il y en a certains qui sont faits en planches de chêne, même si bien sûr c'est un peu plus lourd en chêne qu'en tilleul ou en sapin. Et niveau taille, il fallait entre 6 et 8 planches pour faire un bouclier de 85 cm, et l'épaisseur des planches était de à peu près 8 mm en moyenne vers l'umbo, vers le centre du bouclier, et plus on allait vers l'extérieur du bouclier, donc vers ici c'était 8 mm d'épaisseur, j'espère que vous m'entendez toujours bien, et vers l'extérieur ici ça peut aller jusqu'à 3-4 mm. Donc le but c'est bien sûr d'avoir un bouclier qui est plus fin vers l'extérieur, donc qui est un peu plus léger.
Donc bien sûr, ce que je vous ai montré dans la fabrication du bouclier, ce n'est pas historique. Le but, c'est de faire un bouclier prêt pour le combat et sans trop se casser la tête non plus. On pourrait le faire en planche, mais ça demande beaucoup plus de travail. Je continue à lire les questions, je me suis fait une petite liste sur le téléphone. Quelle épaisseur de contreplaqué choisir, quel contreplaqué et où l'acheter? Moi, ce que j'utilise en général, c'est du contreplaqué de 10 mm. Vous pouvez éventuellement le faire en 8 mm aussi, ça suffira. Mais la plupart du temps, le contreplaqué de 8 mm est fait avec de l'okoumé, principalement de l'okoumé, donc qui est beaucoup plus lourd que le contreplaqué que je conseille, qui est plutôt en peuplier. Le peuplier, c'est pas mal parce que ça reste très résistant et très léger en même temps, enfin très léger. C'est plus léger que l'okoumé et c'est un peu plus résistant que le contreplaqué de bouleau que vous trouverez aussi assez facilement, mais qui tient pas très longtemps dans le temps. Pour la forme du bouclier, donc bien sûr vous avez vu que c'était des boucliers plutôt ronds, il y en a aussi qui ont été retrouvés qui sont légèrement de forme ovale. Dans tous les cas, on n'a pas de bouclier en forme de goutte et on n'a pas non plus de bouclier rectangulaire. Comme ce qui est vu par exemple dans la série The Last Kingdom, ça c'est pas vraiment de cette période-là. Sinon, est-ce que le bouclier peut être lenticulaire, donc en forme de lentille, hein, tout simplement? Ça c'est pas attesté chez les Vikings. On en a retrouvé un seul en Scandinavie qui date de la période viking et c'est sûrement un import. Par contre, les Carolingiens et les Ottoniens, donc les Francs qui étaient plus au sud, enfin qui étaient plus au sud par rapport aux Vikings, eux utilisaient parfois des boucliers lenticulaires. On a des représentations, notamment dans le psautier de Stuttgart, et on a aussi, il me semble qu'on a quelques pièces de fouilles, mais je suis pas du tout spécialiste du franc. Donc bouclier rond et plat. Concernant la horle ou le cerclage, comme ce qu'on a ici, on sait que ça existait, on sait qu'il y en avait sur les boucliers, même si tous les boucliers n'en avaient pas forcément, mais sur pas mal de pièces de fouilles, on trouve les trous qui laissent entendre qu'il y avait un cerclage, et parfois même on retrouve le cerclage. Dans tous les cas, là, si vous utilisez du cuir, qu'il soit cru ou pas, essayez de le coudre plutôt, ça tiendra mieux et c'est plus léger, plus facile à mettre en place. Vous pouvez éventuellement clouer votre cerclage s'il est métallique. D'ailleurs, au passage, encore quelque chose qui a un peu la vie dure chez les reconstituteurs. On dit que le cerclage métallique n'existe pas. Alors c'est vrai que le cerclage, comme on le voit dans la plupart des films, qui ressemble à une sorte de roue de charrette, ça ce n'est absolument pas sourcé, enfin pas à ma connaissance et pas chez les Vikings. Par contre, il y a quand même des cerclages métalliques, soit partiels, soit complets. Parfois, ce sont juste des sortes de petites pinces en fait qui viennent sur le bord du bouclier à certains endroits stratégiques. Parfois même, on voit que ça a la forme suffisante pour prendre une horle en cuir ou en cuir cru. Et parfois, ces pinces-là font tout le tour du bouclier, donc au final, ça fait un cerclage complet, et ça peut être soit du fer, soit du bronze, du laiton, quelque chose comme ça. Après, bien sûr, un cerclage métallique est plus résistant, mais aussi beaucoup plus lourd, donc c'est pas forcément ce que je conseillerais pour une utilisation sportive aujourd'hui, sans compter que vous risquez de vous retrouver avec des éclats de métal qui volent un peu partout, et c'est pas forcément ce qu'on a envie d'avoir au combat. Aussi concernant l'umbo, la bosse métallique qui est au milieu, la plupart du temps elle fait dans les 15 cm de diamètre en comptant la petite partie aplatie sur le côté. La plupart des boucliers qu'on voit en reconstitution ont des bosses un peu trop grandes en fait parce que ça permet de mettre un gant à l'intérieur si on le souhaite, même si le mieux c'est quand même d'avoir des bosses un peu plus petites. À vrai dire, celle-là elle commence déjà à être dans les grandes en fait. Je continue ma petite fiche. On va parler aussi un peu de la manipule, donc elle peut être en bois ou en métal, on a retrouvé les deux. Dans tous les cas, ce n'est pas une sangle en cuir et la manipule va être centrale. Comme on le voit ici, elle est au centre du bouclier, elle est en dessous de l'umbo, de la bosse. En aucun cas on peut avoir de sangle ou de choses comme ça pour tenir le bouclier. Ça n'a aucune utilité et c'est même handicapant parce que le très bon côté d'un bouclier viking, c'est qu'on peut le tenir comme ça au centre et que on peut faire pas mal de mouvements qu'on ne pourrait pas faire avec un bouclier sanglé au bras. Sinon, ce qu'on remarque sur les pièces de fouille, c'est que la manipule va d'un bout à l'autre du bouclier et dans la plupart des cas, ça permet de fixer en fait les planches parce que ce qu'on voit souvent dans les représentations modernes, ce sont des barres qui vont être comme ça de chaque côté. Ça n'existe pas, c'est vraiment une invention. En vrai, on n'a pas besoin de ça sur un bouclier viking parce que les planches vont être collées entre elles, éventuellement parfois cousues entre elles,
et la manipule va déjà bien les tenir. Après, s'il y a besoin de plus de solidité, on verra après, on peut éventuellement mettre du tissu ou du cuir, et le cerclage va aussi finir de stabiliser le tout pour éviter que les planches partent dans tous les sens. Aussi, ce qu'on voit beaucoup dans les vidéos sur YouTube pour fabriquer un bouclier viking, c'est qu'ils ont une manipule et qu'il y a en plus une sangle qui s'accroche au bras et qui permet de se reposer quelque part. Ça, normalement, on n'en a pas besoin, et en plus, ça devient handicapant pour les raisons que je viens de vous expliquer. Et en plus, si votre bouclier est trop lourd pour vous, c'est soit que vous l'avez fait avec du contreplaqué trop épais et que au final il pèse plus de 5 kg, soit que vous manquez d'entraînement. Et c'est normal, moi aussi, quand j'ai commencé le combat viking, j'avais du mal à tenir mon bouclier pendant longtemps. En plus, vous voyez que je suis pas super costaud, mais avec l'entraînement, ça pose plus aucun problème. Alors forcément, ça reste toujours plus fatigant que si on avait un bouclier plus léger, mais c'est surmontable avec un peu d'entraînement. On finit sur la manipule. Vous m'avez demandé quel bois utiliser. Alors moi, en règle générale, j'utilise du sapin parce que c'est vraiment pas cher et c'est très facile à trouver et relativement facile à travailler. Sinon, le frêne, c'est vraiment top pour ça aussi parce que c'est un bois relativement léger, élastique et avec des fibres longues, donc il risque pas de se casser trop vite. Parfois les gens le font en chêne, mais ça a tendance à être très lourd. Et en plus, les fibres sont assez courtes, donc c'est un peu l'inverse du frêne finalement. Pareil, on peut le faire éventuellement en hêtre, mais je trouve que le frêne convient mieux parce qu'il est un peu plus léger et les fibres sont plus adaptées. Si vous ne trouvez pas de frêne dans votre magasin de bricolage, ce qui est très probable, vous en trouverez un peu plus facilement dans une scierie pas loin de chez vous ou éventuellement en forêt. Ça se trouve très facilement à côté des points d'eau et des rivières. Aussi concernant les faces, si on les recouvre ou non, moi je conseille de les recouvrir avec du tissu relativement léger, donc ça peut être avec du lin ou du chanvre. Si vous n'en trouvez pas, vous pouvez toujours le faire avec du coton, c'est pas trop gênant non plus, même si bien sûr le coton n'est pas viking, mais si c'est pour un bouclier sportif, c'est pas trop grave, surtout si vous peignez par-dessus. Sinon, on sait qu'effectivement, ils pouvaient parfois utiliser du tissu, même si c'était plutôt rare. Ce qu'on a dans la plupart des cas, c'est plutôt du cuir, et notamment du cuir d'agneau, et avec la orle qui peut être faite en cuir de bovin. Parfois, les boucliers ne sont pas recouverts du tout sur la face, et c'est le cas des boucliers de Gokstad, mais c'est une des choses qui laisse entendre que ces boucliers n'étaient peut-être pas forcément utilisés pour le combat, et qu'ils ont été fabriqués juste pour le bateau tombe. Parce que oui, pour ceux qui ne connaissent pas forcément la tombe de Gokstad, c'est en fait un bateau tombe sur lequel il y avait sur les bords 64 boucliers, donc 32 de chaque côté. La moitié des boucliers étaient peintes en jaune et l'autre moitié en noir, et ils étaient disposés comme ça sur le bord du bateau. Je ne me souviens plus très bien de cette tombe en particulier, mais dans tous les cas, les bateaux tombes, ce sont des tombes qui sont prévues pour des personnages de haut rang. Ça serait mieux s'ils étaient d'Alexandrie. Aussi, vous m'avez posé des questions pour les motifs pour la peinture. C'est une question relativement compliquée parce qu'au final, on a retrouvé assez peu de motifs. Et en fait, quand on voit les motifs sur les pièces de fouille, ce sont souvent des motifs très très compliqués, alors que c'est pas du tout ce qui correspond aux représentations graphiques ou aux descriptions. À mon avis, mais c'est vraiment juste mon avis, je ne sais pas s'il y a un consensus là-dessus, je pense que les boucliers qui étaient vraiment très décorés avec des motifs particuliers étaient soit prévus pour des gens de l'élite, donc qui n'allaient pas forcément utiliser leur bouclier au combat, même s'ils allaient le porter sur eux, et peut-être aussi que ce sont des boucliers décoratifs, donc qui étaient peut-être utilisés pour des enterrements, ou juste pour faire la décoration chez soi. Je ne sais pas du tout si ça se faisait à l'époque viking, j'avoue que ça fait partie des petites lacunes que j'ai pour l'instant. Mais sinon, pour les motifs un peu plus simples, ce que on pourrait peut-être appeler les motifs de guerre, ce qu'on remarque la plupart du temps, c'est qu'il y a une symétrie centrale, donc c'est-à-dire que le lumbo est en fait le point de symétrie et que le motif va tourner autour de lumbo. Ce sont des motifs habituellement simples, donc par exemple des branches qui partent un peu en spirale. Il y a aussi des sortes de motifs de croix, et chez les Carolingiens, il y a des motifs qui ressemblent un peu à des fleurs, mais qui sont pas forcément présents chez les Vikings. Sinon, bien sûr, il y a les boucliers avec une seule couleur dessus, donc c'est le cas, comme je vous disais, pour les boucliers de Gokstad, et il semblerait aussi que les boucliers rouges pleins avec rien d'autre que du rouge soient assez répandus et assez à la mode pendant la période viking. Est-ce que les boucliers étaient toujours peints? Pas toujours, mais souvent.
Et pour la peinture, il y a plusieurs façons de faire de la peinture à l'époque des Vikings. Donc on peut le faire avec de la caséine, donc avec du lait caillé. On peut aussi le faire avec de l'huile. Et d'ailleurs, des analyses ont confirmé que l'huile de lin chauffée avait été utilisée pour peindre certains boucliers. Ce sont des analyses relativement récentes, donc c'est pas forcément toujours connu dans le monde de la reconstitution. Est-ce une bonne idée de mettre une sangle? Alors oui, mais pour le transport uniquement. Il y a pas mal de pièces de fouilles qui montrent des sortes d'anneaux directement pour accrocher une sangle. Donc la plupart du temps, ne faites pas attention au poil de chien. La plupart du temps, ils sont situés quelque part par là, sur la manipule. On en trouve à plein d'emplacements différents. En général, ils sont fixés avec un clou qui a la pointe qui part dans deux directions, un peu comme une sorte d'attache parisienne. Et ça passe directement au travers de tout le bouclier, au travers du tablier du bouclier aussi, avec un anneau de ce côté-là et éventuellement un anneau de l'autre côté. Et ça permet d'attacher une sangle en cuir la plupart du temps. Mais ça, c'est utilisé uniquement pour le transport, on ne s'en sert pas pour se reposer, parce que sinon, on est incapable de mettre le bouclier loin de son corps, ce qui est indispensable dans un style de combat avec un bouclier à manipule. Ensuite, vous m'avez posé pas mal de questions pour acheter les matières premières. Donc, par exemple, pour acheter les clous. Moi, en général, je les achète chez Renactors Shop. C'est un site allemand qui envoie très vite et qui marche très bien. Sinon, il y a aussi Medieval Craft. Eux, ils sont polonais. Ils sont un peu moins chers, mais souvent, ils mettent un peu plus de temps à livrer. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a plein de choses pour la reconstitution viking chez Medieval Craft. Il y en a aussi chez Renactors, mais ils sont un peu moins spécialisés viking. Pareil pour Lumbo, donc vous pouvez l'acheter chez Renactors Shop, vous pouvez aussi l'acheter chez Medieval Craft. Au passage, je mettrai des liens dans la description, bien sûr, parce que sinon ça sera un peu compliqué à retrouver. Sinon, en France, vous pouvez acheter Lumbo chez Rêve d'Acier. Alors souvent, il est très bien, il est de bonne qualité, il tient super longtemps. C'est juste que souvent, ils sont un peu plus chers. Après, ils ont un aspect assez sympa parce que là, si vous regardez... Celui-là, je l'ai acheté chez Kramgok et il est bien, il est de très bonne qualité et il dure longtemps, mais il a cette espèce de peinture noire par-dessus qui est pas du plus bel effet et qui bien sûr n'est pas historique du tout. Donc ça veut dire que soit vous faites comme moi, vous oubliez d'enlever la peinture et votre bouclier est pas top historiquement, soit vous êtes obligé de gratter la peinture quand vous recevez votre Lumbo, ce qui est pas top non plus. Cela dit, ceux de Kramgok coûtent 10 €, ceux de Rêve d'Acier sont plutôt à partir de 25 €. Donc c'est vous qui voyez, en fonction de votre budget. Rêve d'Acier c'est en France, donc ça permet aussi de faire marcher une boîte française. Pour ceux qui se demandent, ça c'est un Lumbo Rêve d'Acier, donc là c'est un grand modèle, il est peut-être un peu trop grand, je crois qu'il m'avait coûté 30 € à l'époque. Il est très bien, il est super résistant, je l'ai depuis 5 ans, rien à dire dessus. Et Medieval Craft, ils en ont, mais par intermittence, donc parfois c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique. Moi, ce que je vous conseille, surtout si vous commencez la reconstitution et que vous avez besoin d'acheter plein de matériel, c'est de l'acheter chez Kramgok. Il coûte, je crois qu'il m'a coûté 8 €, quelque chose comme ça, donc c'est vraiment pas cher. Ensuite, combien faut-il de rawhide ou de cuir cru pour faire le cerclage et où l'acheter? Pour un bouclier de 90 cm, il faut 3 mètres à peu près. Sinon, pour le reste, c'est 2 pi R, donc 2 fois 3/14 fois rayon, et ça vous permet de savoir quel est le tour de votre bouclier, la circonférence de votre bouclier, et du coup, prenez toujours un peu de marge, prenez au moins 10 ou 20 cm de marge, ça vous permettra d'être sûr que vous pourrez bien recouvrir partout. Ah oui, et où l'acheter et combien ça coûte? En général, je l'achète aussi chez Renactors ou bien chez Medieval Craft, et il est à peu près au même prix, il est entre 5 et 7 € le mètre. Aussi un point qui revient très souvent et qui est une sorte de mythe de la reconstitution, c'est est-ce qu'on peut utiliser pour le rawhide des os à mâcher pour chiens comme on en trouve en animalerie? Oui et non. Vous pouvez le faire. Est-ce que c'est conseillé? Non. Déjà, la qualité est assez variable. Vous pourrez avoir 3 os à chien avec 3 épaisseurs de rawhide différentes. En plus, la plupart des os en fait, vont avoir une quantité très petite de rawhide. Vous allez avoir quelques centimètres. Du coup, vous allez être obligé d'en acheter plein. Et
ça va finir par vous coûter aussi cher, voire plus cher que si vous achetiez du Rawhide. Donc moi ce que je vous conseille plutôt, c'est de passer directement une commande dans un magasin spécialisé, comme ce que je vous ai conseillé tout à l'heure. Et de toute manière, c'est le genre d'endroit où vous trouverez aussi les clous, un Numbo, peut-être des choses pour votre tenue, pour le campement et des choses comme ça. Donc il n'y a pas de réel intérêt à aller faire ça avec des os à chiens en animalerie. Et bien sûr, dernière question, mais qui a son importance, c'est combien pèse un bouclier comme celui que j'ai fabriqué. Celui-là, il pèse un peu plus de 4 kg et il fait 84 cm de diamètre. Celui que j'ai là, que je vous ai montré, le grand que j'utilise pour les combats en ligne, il pèse 5 kg, il est en 90 cm. C'est relativement lourd et si vous le faites à l'historique ou si vous le faites éventuellement avec du contreplaqué plus fin, plus léger, vous pouvez descendre autour des 4 kg, voire 3,5 kg. Bien sûr, quoi qu'il arrive, même un bouclier de 3,5 kg qui reste relativement léger, il faudra s'entraîner avec pour qu'il devienne confortable et il restera lourd. Il y a des gens qui fabriquent des boucliers exprès pour le combat, qui sont renforcés et qui sont relativement légers, mais ça vient vite dans les 180-200 €, même quand on les achète fait en Pologne. Les prix en Pologne sont très très faibles parce que le coût de la vie est très très faible là-bas. Du coup, je trouve qu'un bouclier entre 4 et 5 kg, certes c'est lourd, mais pas si lourd que ça non plus. Si votre bouclier dépasse les 5 kg, c'est peut-être que vous avez pris du contreplaqué trop dense. Le poids du contreplaqué peut énormément varier d'un modèle à l'autre. Peut-être aussi que vous avez pris du tissu trop épais, ça arrive. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir du tissu super épais et super résistant parce qu'en fait la résistance de la face avec le tissu va se faire aussi avec la colle. Donc ne pensez pas qu'il faut forcément du tissu super épais, ça risque juste d'alourdir votre bouclier. Aussi pour gagner du poids, certains ne mettent pas de Horl parce qu'il faut savoir que quand même le Rawhide ça pèse un peu lourd. Sur mon bouclier il y a à peu près 700 g de Rawhide, donc si vous n'en mettez pas, ça vous fait gagner ce poids là. Aussi ça veut dire que votre bouclier risque de tenir moins longtemps, donc vous serez obligé d'en faire plus souvent, donc ça c'est vous qui voyez, sachant qu'il y a des sources de boucliers effectivement qui n'ont pas de cerclage et qui ont en fait la face qui recouvre le bord du bouclier pour le protéger. Donc ça vous pouvez le faire avec du tissu, ce n'est pas un problème. Voilà, ça va être à peu près tout pour cette vidéo. Aussi si vous avez envie de voir un vrai bouclier fait avec les techniques de l'époque, avec des outils à main et qui est vraiment une reproduction d'un bouclier de l'époque, je vous conseille la page Society for Combat Archaeology. Ils ont fait vraiment une vraie belle repro et ils l'ont testé avec des armes tranchantes et c'est assez intéressant de voir ce que ça donne. On voit d'ailleurs que justement le bouclier est quand même relativement résistant, même si ça reste résistant à des armes tranchantes. Le choc des armes émoussées pour le combat est plus lourd et plus dur que ce qu'on aurait avec des armes tranchantes, comme je vous le disais tout à l'heure. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu parce que ça faisait un moment que je voulais la réaliser. Si c'est le cas, bien sûr, je vous invite à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner pour voir plus de vidéos de ce style. Si vous avez des sources qui pourraient me contredire ou éventuellement apporter des détails et plus d'infos sur ce que je viens de dire, vous pouvez les laisser en dessous en commentaire. Et sur ce, portez-vous bien et à la prochaine, salut!